Regardez ces images, ce sont les bombardements en Crimée. Jamais peut-être Vladimir Poutine n'avait été à ce point défié sur ce territoire qu'il occupe en Ukraine depuis 2014. L'Ukraine a frappé des systèmes de défense aérienne russes, des infrastructures aéroportuaires. On est là peut-être dans un moment de basculement de la guerre. Écoutez les réactions de Vladimir Poutine. Nous constatons que le régime de Kiev a adopté la tactique consistant à frapper nos installations civiles et nos infrastructures, car ses positions sur la ligne de front se détériorent rapidement. Kiev perd une localité après l'autre quand nos soldats avancent. Kiev tente de perturber l'approvisionnement énergétique et de nuire à la saison touristique. Ils nous l'ont confirmé via divers canaux. C'est au ministère de la Défense et aux forces de l'ordre qu'il revient d'éliminer ces menaces. Le gouvernement de la Fédération de Russie doit également prendre des mesures supplémentaires pour minimiser les conséquences de telles actions et les réduire à néant. Tout ce qui a été mené par le régime de Kiev que je viens d'évoquer ne vise qu'un seul objectif. Créer des conditions favorables au cas où les pourparlers de paix, interrompus par l'Ukraine, devraient reprendre. Ils veulent être en position de force. Quelle position de force ? Ils pensent l'être, mais la réalité sur le champ de bataille est tout autre. Voilà ces propos du président russe. Attardons-nous un instant sur ces images tellement incroyables. La Crimée bombardée, Moscou bombardée, c'était précédemment Saint-Pétersbourg. Vos réactions au plateau, cette image-là qui est tellement inouïe avec cette chape qui a volé dans les airs. Moscou, Saint-Pétersbourg, les capitales historiques de la Russie soviétique, puis de la Russie, mais avant ça même de la Russie des tsars. Renaud Girard notamment. Comment l'orgueil russe, une des puissances nucléaires, un des cinq grands sortis de la Seconde Guerre mondiale, qui est à ce point humilié. C'est incroyable. Pour revenir à un bombardement de Moscou, il faut revenir à 1941. Décembre 1941, les Allemands sont vraiment aux portes de Moscou. Et quand vous visitez Moscou, vous voyez d'ailleurs les fortifications et l'endroit où les chars sont arrivés, vraiment à 30 km du centre de Moscou. Est-ce que vous imaginez une seconde que quand il signait à Yalta et quand il arrachait un Roosevelt malade et un Churchill qui n'en pouvait mais la moitié de l'Europe qu'il prenait sous son ombrelle, sous son égide, enfin en esclavage en l'occurrence, Staline, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu imaginer une seule seconde que 80 ans plus tard, un peu plus de 80 ans. Il y a quelque chose de vertigineux, effectivement. Staline, vous voyez ça, Staline, non seulement les Soviétiques ont gagné, ils ont repoussé les Allemands, et c'était d'ailleurs juin 41, n'est-ce pas, que les Allemands avaient attaqué. Oui. Et puis ensuite, ils ont conquis une moitié de l'Europe, ils ont occupé une moitié de l'Europe, et là, ça va en sens inverse jusqu'à Moscou. Il y a comme un retournement de l'histoire fascinant. Alors c'est le problème de Poutine depuis pas mal d'années, depuis qu'il est arrivé aux affaires en 2000, où en fait son objectif, c'était en fait de contrecarrer l'espèce de montée de l'Occident en direction de la Russie. Mais là, il l'a vraiment dans la figure. Ah ben là, oui. Je veux dire que visiblement sa politique qu'il mène depuis 2000, en fait, ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, il faut aussi prendre l'histoire ukrainienne. 2022, ça se passe plutôt pas mal pour eux, puisqu'en fait, ils bloquent l'avancée des Russes jusqu'en octobre-novembre 2022. À partir de 2022, ils sont en défensive. Ils échouent la contre-offensive qu'ils devaient mener en juin 2023. Et depuis 2023, ils sont en difficulté. Ça fait en 3 ans. Donc en 3 ans, les Ukrainiens ont démontré une capacité en fait à se redoter d'un outil militaire performant, offensif, capable d'aller au cœur du cœur. Parce que là, on parle de Moscou, on parle de Saint-Pétersbourg, on parle de la Crimée. Donc c'est vrai qu'on est sur un ensemble global qui fait que très concrètement, l'Ukraine a repris l'initiative. Est-ce que Poutine peut faire l'économie d'une réaction ? Est-ce que vous imaginez une seconde qu'après tout ça, Poutine puisse dire « bon, j'attends, je fais le dos rond ». Est-ce que c'est imaginable pour vous ?
Ben non, et justement, c'est pour ça que la Biélorussie est en train à nouveau, et on a un sentiment de déjà-vu, de revenir, j'allais dire, dans le narratif de cette guerre, avec une insistance toute particulière de la part du président ukrainien sur les installations proches de la frontière, notamment les répéteurs qui permettent de réorienter les drones envoyés depuis le territoire russe en direction du territoire de l'Ukraine. Ce qui est intéressant, Darius, c'est qu'on a enchaîné avec une prise de parole de Vladimir Poutine qui est pas rare, mais le sujet, lui, l'est. Parce que, et c'est là que cette chape qui s'envole comme ça, elle est à la fois métallique mais aussi métaphorique, c'est que ça y est, ces drones ont percé, et de manière, j'allais dire, visible et très réelle, la bulle de propagande dans laquelle Vladimir Poutine voulait à la fois s'enfermer lui-même, enfermer son peuple et ses élites qui habitent à Saint-Pétersbourg et Moscou. Et donc, en réponse à votre question, oui, il doit réagir. Seulement, les Russes, et tout le monde ici le sait, ont déjà dans la gamme du conventionnel fait usage de tout ce qu'ils ont. Les missiles balistiques, de croisière, les drones par centaines. Qu'est-ce qui reste ? La menace, etc. Pas grand-chose. Dans le domaine conventionnel. C'est-à-dire ? Ben rien. Rien. À part continuer à envoyer par dizaines de milliers des hommes à la mort, comme il le fait très régulièrement, à part continuer de suicider une grande partie de son économie et de consacrer une partie encore plus grande du budget fédéral, c'est déjà de l'ordre de 50% à cet effort de guerre, qui ne le mène nulle part. La dernière option, mais il ne l'acceptera pas, il l'a fait redire par le porte-parole du Kremlin aujourd'hui ou hier, eh bien c'est la diplomatie et la négociation. Et on reviendra à la réaction, y compris à la pire des hypothèses, qui serait l'usage d'un nucléaire tactique que certains envisagent. Il faut rappeler que les Américains l'avaient envisagé en novembre 2022. Quoi qu'il en soit, entrons dans le détail, parce que regardez les bombardements sur Simferopol. L'Ukraine a frappé les systèmes de défense aérienne russes, les infrastructures aéroportuaires militaires, les installations industrielles stratégiques. Et on voit là aussi l'infiltration. Dites un mot de ça. Le SBU, donc les services ukrainiens et les services russes sont très infiltrés. Les uns et les autres, beaucoup se connaissent. Ce sont des milieux très... Ce sont les mêmes. À l'origine. C'est les mêmes formations, souvent c'est la même langue. En fait, il y a une forme d'autonomie ukrainienne depuis quelques années seulement. Donc c'est le même système. La grande différence, c'est que l'Occident appuie l'Ukraine. L'Ukraine a beaucoup appris de nous, des Européens et des Américains. Les Américains sont très présents, en Ukraine depuis Maïdan, depuis 2014. Qu'est-ce qu'ils ont en plus tout à coup ? On dit beaucoup l'intelligence artificielle. On dit qu'en douce, les Américains, même les Américains de Trump, en fait, ont aidé très puissamment les Ukrainiens. Bien évidemment. Moi, j'ai la preuve que les Américains n'ont jamais quitté réellement l'Ukraine. Alors évidemment, politiquement, il y avait un discours, je dirais, assez distancié que le discours de Trump, en disant, voilà, l'Ukraine, c'est pas notre sujet, parce qu'il ménageait quelque part la politique de Poutine. Mais moi, je sais qu'il y a des ONG américaines présentes massivement en Ukraine. Elles sont jamais parties. Elles restent très actives. Vous avez des centres d'écoute américains. Il y en a un certain nombre. Alors, on parle de 29, une dizaine, on ne sait pas très bien, mais ils sont toujours présents. Oui, mais attendez, c'est pas les agents de la CIA qui permettent ça. Il y a quelque chose de plus. Là, il y a une aide technique. Mais il y a un environnement, bien évidemment. Cet environnement donne du matériel, donne des conseils, appuie, il y a tout un environnement qui les aide. Alors évidemment, c'est extrêmement confidentiel. Le but des Américains, c'est de ne pas être visible. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les Européens financent le système et les Américains mènent une politique souterraine. Et ils sont prêts à réémerger, puisqu'encore une fois, la politique de Trump de se rapprocher de Poutine a échoué, puisqu'on voit depuis un an, il a essayé de faire à Miami avec les Russes et ça n'a pas fonctionné. Donc on voit bien que les Américains vont se rétracter sur la politique antérieure qui était en fait de manifester une espèce de contre-pouvoir par rapport au pouvoir russe. Écoutez, prêtez bien l'oreille. En Crimée, il y a comme ça des dizaines et des dizaines de séquences où on comprend que les gens de Crimée constatent à quel point ce qu'on leur disait à la télévision russe est faux. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui mène dans beaucoup de domaines. О, смотри, он... О, сбили. Еще? Все? Видите, в чем прикол, нахуй? Такой пиздец. Richard Verly, vous suivez beaucoup la politique américaine, vous avez signé cette Amérique qui nous déteste aux éditions de Nevicata. Est-ce que vous croyez, comme on vient de l'entendre, qu'en réalité il y a une part américaine dans tout ça, technique, notamment l'intelligence artificielle ? Oui, qu'il y ait une part américaine, c'est incontestable. Depuis le début, de toute manière, les Américains, ils continuent de donner des renseignements aux Ukrainiens, mais il y a deux autres éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier élément, c'est que
tout porte à penser qu'une grande partie de la population russe, et notamment des élites, ne veut plus de cette guerre. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on peut apprendre, ils ne veulent plus de cette guerre. À partir du moment où ils ne veulent plus de cette guerre, il y a la possibilité, dans un certain nombre de cercles, que ces gens commencent plus ou moins à faire défection, plus ou moins à donner des informations aux Ukrainiens, parce qu'ils veulent en finir avec cette guerre. Et ça aboutit à une deuxième chose. C'est que vous savez, quand vous êtes attaqué, et l'Ukraine l'a bien démontré, il y a deux types de réactions. Soit vous êtes attaqué et ça vous galvanise pour résister, soit vous êtes attaqué, vous vous rendez compte qu'on vous a menti, et quelque part ça fait fléchir les défenses. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer en Russie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi vous demandiez tout à l'heure, Darius, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est d'abord la stratégie de l'Ukraine qui a décidé effectivement de miser notamment sur la production massive, assez stratégique d'ailleurs de drones. Mais ce qui a changé aussi, c'est ces images, c'est la réalité du terrain qui fait qu'au fond, aujourd'hui, cette illusion, cette propagande de Vladimir Poutine ne peut plus tenir. Tout ce narratif que tient Vladimir Poutine depuis le début de cette guerre, qui considère au fond que la guerre est déjà gagnée depuis le départ, depuis le jour 1, ça ne peut plus tenir parce que les Russes sont en train de vivre cette guerre sur le terrain. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Ukrainiens. Les Ukrainiens, leur but, souvenez-vous du discours de Volodymyr Zelensky il y a quelques jours, qui affirmait lui-même que la volonté de ces frappes, c'était précisément de faire en sorte que la guerre se rapproche directement de la population russe. Or, à mesure que la population russe vit cette guerre dans sa chair, dans son quotidien, eh bien, l'opinion publique aussi russe va peser sur les décisions demain de Vladimir Poutine. Expliquez-nous exactement ce qu'on voit là, ce canal de Crimée. Je ne sais pas qui a la géographie de la Crimée exactement en tête. C'est au nord, c'est la partie nord. Je vais faire, c'est pas la partie en bas à droite. C'est ce qui sépare la Crimée de l'Ukraine au nord. Expliquez-nous ce qu'on voit là exactement. Est-ce qu'on voit la précision du drone ? J'imagine c'est un drone, n'est-ce pas ? La caméra est sur le drone même ou c'est un autre drone qui filme le drone qui tape ? Régulièrement, vous avez les images d'un drone accompagnateur ou deux drones, parce que les Ukrainiens ne se servent jamais que d'un seul drone. C'est en général ça vole en essaim. Vous avez des drones d'observation et des drones d'attaque. Donc tout ça c'est mixé, ils ont les images et après ils retranscrivent. Ils sont en train vraiment de casser la logistique russe. Adrien Denis qui pilote l'émission me dit il y a 626 camions détruits, 626. Et là ils s'attaquent au train aussi. C'est vraiment la machine de guerre russe qui est en train d'être. Ils s'attaquent au pont qui relie, donc ça permet à la fois de s'attaquer encore mieux aux camions aux trains qui doivent être coincés d'un côté ou l'autre. Et ça, c'est vraiment là. Enfin, c'était un plat tournant de la logistique russe qui est en train d'être isolé à la fois du nord mais aussi de l'est avec le pont de Kerch. Il y avait un film dans ma jeunesse des Ciné Clubs, ça s'appelait La bataille du rail. Ouais. C'est comment en fait la résistance française et aussi les bombardements américains avaient complètement détruit la logistique allemande pour Je me rappelle très bien, j'ai quelques saisons de moins que vous, mais je me rappelle très bien la bataille du rail. Non, mais c'est un film très connu, bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est les mêmes images. Et c'est ce qui a permis aux armées alliées de pouvoir que le débarquement réussisse et surtout la percée d'Avranches et ensuite la libération de Paris et le franchissement du Rhin. Et donc c'était ça, c'est-à-dire que les Alliés et la résistance française ont été capables de casser la logistique allemande. La terre russe, quand on entend et souvent pour le meilleur, il faut rappeler les immenses sacrifices des Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne faut jamais en parler légèrement, tant de morts, mais ça a aussi été utilisé par la propagande, cette idée que la terre russe est sacrée, que dès qu'on y touche, c'est là la terre, alors là c'est la Crimée occupée, mais il y a beaucoup de tirs dans la Fédération de Russie, il se passe quelque chose là. Non, effectivement, le proverbe, c'est là où le sang russe a coulé, la terre sera éternellement russe. En l'occurrence, là, il y a beaucoup de sang russe qui coule. Mais de manière très systématique et organisée, intentionnelle, les Ukrainiens sont en train de cibler. En fait, il y a dans la banque de cible, il y a 3 choix principaux. Les principaux axes routiers, notamment la route qui permet d'aller jusqu'en Crimée depuis le sud du Donbass occupé, donc en passant par les grandes villes, notamment Mariupol et Zaporijia. Vous avez les nœuds ferroviaires, et ça c'est effectivement le cas en Crimée, mais pas seulement. Et puis vous avez les ponts également. Et là, il y a une vraie inquiétude, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de nos sentiments de déjà-vu, de retour du sujet du pont de Kerch, parce que les images qu'on voyait tout à l'heure sont filmées, me semble-t-il, depuis le port de Kerch. Qui est visible d'ailleurs depuis le pont. Et donc ce travail, et vous le disiez Darius, il est fait effectivement pour pénaliser
la logistique, c'est-à-dire empêcher l'acheminement à la fois d'hommes et de matériel, et ça commence à avoir un impact sur le champ de bataille, et notamment parce que ces choix remontent tout en haut du pouvoir russe, des choix assez drastiques doivent désormais être faits sur la disposition des moyens de défense. Est-ce que l'argent finit par se voir? Louis Vassy, qui dirige Sciences Po, il a une théorie, il dit dans l'histoire, le pays qui a le plus gros PIB gagne toujours contre celui qui a le plus petit PIB. Et au fond, l'immense capacité d'argent des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, qui appuient quand même, ou qui ont appuyé très longtemps l'Ukraine pour ce qui est des États-Unis, finit par se voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça? Mais il y a 2 points très importants. D'abord, les Ukrainiens ont un outil industriel qui préexistait. Alors, il était amoché, il n'était pas en très bon état, ils ont des ressources, ils ont une agriculture. Donc, c'est un pays qui était fonctionnel. Deuxième point, maintenant, on a branché toute une série de tuyaux européens principalement. On parle comme d'un prêt de 90 milliards. Avec ça, on peut rénover une industrie, il y a des investissements qui arrivent. On sait que les Américains s'intéressent à la capacité industrielle des Ukrainiens. On sait que les Ukrainiens signent des accords avec les pays du Moyen-Orient. Donc, on voit que ça a changé depuis quelque temps. Il y a un marché qui s'ouvre aux Ukrainiens. Donc, c'est déjà extrêmement favorable. Le deuxième point, c'est qu'en fait, la mécanique, juste 30 secondes, la mécanique aujourd'hui ukrainienne, elle est offensive. Et dans la guerre, dans une bataille, celui qui est en offensive, il maîtrise le temps, il maîtrise le lieu, il maîtrise l'endroit où ça va se passer. On voit bien que les Russes ont la capacité de résister. Le problème, ils savent pas où ça va arriver. Un coup, c'est sur Saint-Pétersbourg, un coup sur Moscou, un coup sur la Crimée. En fait, ils maîtrisent pas le jeu. Et donc, c'est le vrai problème. En plus, ils doivent être extrêmement pyramidaux. J'imagine que c'est un peu de la panique au Kremlin pour trouver la bonne solution. Les Ukrainiens, ils sont totalement, je dirais, libérés. Et en fait, ils attaquent un peu partout. Et en fait, ils tapent non pas seulement sur des soldats et sur des forces armées, mais sur la logistique. Et on sait que sans logistique, depuis Patton, on sait que la guerre se gagne par la logistique, mais pas par la tactique. Juste une chose en plus qu'ils ont, les Ukrainiens, c'est un système universitaire très performant, notamment en ingénierie. Bon. Et c'est ça qu'on voit avec la PDG, par exemple, qu'on a rencontré l'autre jour de Firepoint, c'est-à-dire ils ont formé une jeunesse qui n'était pas comme les Russes sur le front de guerre, mais qui était à la fac et qui aujourd'hui les donne avec les capacités dont Père de Jong parlait, ces capacités industrielles, ça leur donne un avantage énorme. Et puis il faut se souvenir que dans l'Union soviétique, la province qui faisait le plus de l'appareil militaire américain, qui produisait le plus, russe, c'était l'Ukraine. Les grandes usines Antonov, moi, que j'avais visité à l'époque, c'était en Ukraine. Les usines ça s'appelait Dniepropetrovsk, maintenant ça s'appelle Dniepro. C'était les usines de missiles balistiques soviétiques, ça c'était en Ukraine. Donc il y a toute cette transition d'ingénieurs, et j'ai voyagé moi-même après le début de la guerre en 2022 avec un ingénieur ukrainien qui avait déplacé son usine. C'est lui qui avait mis au point les missiles qui avaient frappé le Moskva. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Au début de la guerre. Voilà, au début de la guerre, et bien c'est lui qui avait et il avait déménagé son usine à Ivano-Frankivsk, c'est près des Carpates, là, c'est assez loin des Russes, et voilà, et donc ils ont une vraie industrie de guerre, alors que pour eux c'est existentiel. Pour les Ukrainiens, cette guerre est existentielle. Ils ont failli perdre leur pays, leur indépendance, leur liberté, ils ont failli tout perdre. C'était quand même à 2 doigts. Pour les Russes, pour l'élite russe, c'est pas du tout existentiel. Absolument. À Moscou, à Leningrad, l'élite va continuer à aller jouer au tennis, tout va bien, quoi. Enfin, de moins en moins bien, mais c'était pour les... L'effet boomerang, l'effet boomerang sur la Russie. Regardez ces images des files d'attente pour aller prendre de l'essence. Il y a beaucoup de raffineries frappées. Celle qu'on a vue, qui est une des plus importantes de Russie, elle est hors service jusqu'à la fin de cette année. Et pour les Russes, alors ça, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. C'est pas seulement ceux qui regardent les réseaux sociaux, que sais-je. Le Russe moyen est en train de constater que ça se passe mal pour la Russie. Oui, absolument, parce qu'on lui demande au fond de se rationner. Alors pourquoi se rationner? Pour ce qui est toujours présenté comme une opération spéciale, en quelque sorte, puisque ce n'est pas une guerre. Et puis, quand même un mot pour compléter, vous disiez que le directeur de Sciences Po explique que quand vous avez le plus gros PIB, vous gagnez toujours. Vous gagnez pas toujours si en face vous avez la résistance populaire. Si vous avez un peuple en armes, l'Afghanistan a quand même gagné cette guerre, l'Afghanistan des talibans, a gagné contre les États-Unis. Mais là, le peuple russe, il n'est pas en armes. C'est ça qui fait toute la différence. Alors que l'Ukraine est un peuple en armes. Donc, de fait, Vladimir Poutine se trouve en quelque sorte pris au piège de son propre raisonnement. Il parlait d'une opération spéciale limitée. Eh bien, les Russes constatent que cette opération spéciale limitée fait énormément de dégâts et ils ne sont pas prêts à en payer le prix. Cela étant, il faut dire les choses aussi. Le fait que la France, que tous les pays de l'Europe payent,
quand même pas mal d'argent, c'est 90 milliards, enfin 3 milliards par mois, je crois, à peu près, qui a été consenti pour injecter en janvier. Voilà, du point de vue ukrainien, honneur à eux, c'est un effort qui finit par payer, donner des fruits. Non, et là, je pense que vous aurez remarqué que les Européens étaient réunis en mode G5 autant en Allemagne aux côtés de Merz, donc Meloni, Tusk, Macron, pour redire effectivement leur soutien matériel et financier, histoire de en fait appuyer bien ces images et cet effort et redire leur détermination. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne parlent plus d'aller jusqu'à la victoire, c'est d'amener Poutine à la table des négociations, donc forcer l'issue diplomatique à laquelle se refuse toujours à ce stade le leader. Par ailleurs, je ne crois pas que Louise Vassy dise que c'est celui qui a le plus gros PIB qui l'emporte systématiquement. Je crois que la pensée est un peu différente. C'est repenser la puissance de manière concomitante avec le modèle européen et ne pas refuser, si vous voulez, comme grille de lecture de la conflictualité, l'idée de la puissance qu'on a tendance à écarter au profit du... Cela étant, il y a une détermination. Rappelez-vous, les Européens et même votre copain De Gaulle, Dieu sait, honneur à De Gaulle, moi j'ai une admiration immense pour De Gaulle, mais par exemple quand les chars soviétiques écrasent la rébellion en Tchécoslovaquie, il a des propos assez durs, disant tant pis pour eux, ils se battent pas, on peut rien faire pour eux. À l'époque, on pouvait sans doute rien faire, mais là, les Européens, qu'on approuve ou non ce qu'ils font, ils aident puissamment l'Ukraine et ils le font bien. Il ne faut pas le nier. On le voyait d'ailleurs récemment. Il y a une exposition de tous les fabricants d'armes qui est en France, qui est un salon qui est devenu quasi mondial, qui s'appelle Eurosatori. Et il y avait tous les grands fabricants d'armes, et y compris les Ukrainiens. Alors les Ukrainiens étaient là doublement, un peu pour faire leurs courses, avec ces 90 milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent, mais aussi pour vendre, pour montrer ce qu'ils faisaient, parce qu'ils sont ça devient une très grande puissance militaire. Ça devient une très grande puissance militaire industrielle. Ils étaient en force à Eurosatori. Et pas que des missiles. Comme le rappelle Gallagher Fenwick, la représentante de Firepoint, une très grande société, était assise là, très dynamique. Le jour où ces drones percutaient, et comme pub, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, qui l'ont montré à Saint-Pétersbourg. Le FP1. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, elle est extrêmement jeune. En fait, on retrouve une mécanique comme aux États-Unis, une mécanique de la Silicon Valley. En fait, les Ukrainiens ont consenti, ont donné de l'argent à des jeunes chercheurs, à des sociétés, je dirais, émergentes, des PME, je dirais, au fond d'un garage. Et en fait, ils ont bidouillé quelque chose et ça a fonctionné. Moi, j'ai discuté avec Eric Prince il y a quelques années, qui était le patron de Blackwater. Il voulait investir, au début de Biden, il voulait investir des sommes considérables, plus d'1 milliard de dollars, dans l'industrie aéronautique ukrainienne. Ça s'est pas fait parce qu'il était républicain et les démocrates ont dit que bon. Mais déjà, il m'avait expliqué qu'ils avaient bien compris que les Ukrainiens avaient une capacité extrêmement forte, encore une fois, de développer des matériels, je dirais, innovants. Ceci étant dit, ils vont plus loin que ça, parce qu'en fait, ils ont intégré largement l'intelligence artificielle. Ils savent, fabriquer en grand nombre. Quand on sait qu'ils savent fabriquer 100 drones par jour, on est sur des quantités absolument incroyables. Bilan, ils arrivent à saturer. Et pour une armée conventionnelle qui est lourde, qui a des missiles, alors c'est vrai que les Russes ont des missiles précis, longs, lourds, gros, tout ce qu'on voudra, mais n'empêche qu'ils en ont un ou deux. C'est une technique très européenne, alors que les Ukrainiens ont dilué tout ça. Ils ont une mécanique de saturation. C'est extrêmement difficile. On veut dire qu'aujourd'hui, les Russes ont un problème de protection de leur capitale parce qu'ils sont saturés. Et les Ukrainiens ont prouvé aussi leur capacité d'adaptation. Je pense à la PDG de Firepoint qui parlait justement de l'usage de l'IA pour éviter le brouillage qui était le problème principal avec les drones. Là, aujourd'hui, ils peuvent créer des drones qui sont presque la taille des missiles et qui vont quand même aller jusqu'au bout sans problème de brouillage. Regardez la carte de toutes les pénuries à l'échelle de l'immense pays qu'est la Fédération de Russie. Ça reste le plus grand pays de la Terre. C'est les deux tiers de toutes les stations et installations pétrolières pratiquent des restrictions. Vous n'avez pas le droit de venir avec de jerrycans. Certaines stations sont carrément fermées et il faut se dire que ça, c'est dans le pays qui est le deuxième exportateur de pétrole au monde. Et Russes, ça le savent. Et c'est une stratégie qui a 2 ans d'âge, la stratégie ukrainienne de s'attaquer, qui était d'ailleurs avouée, ils l'ont pas du tout caché. Moscou sous vos yeux. Et les Russes ont été incapables d'anticiper que la situation allait devenir celle-là et de prendre des mesures. Incapables. Donc il n'y a pas la même esprit, il n'y a pas la même jeunesse d'esprit, il n'y a pas la même inventivité du côté des Russes que des Ukrainiens. L'agilité.
pour le coup, mais j'ai pas assez de connaissances des deux systèmes universitaires et autres, mais je pense pas que ce soit une question d'inventivité et de cerveau. Je pense simplement que le système russe reste un système très soviétique dans la planification. Ils sont partis dans la planification de la construction de drones. Vous vous souvenez de ces images où on voyait des centaines de drones, mais par contre, ils n'ont pas réfléchi à leur faiblesse antiaérienne, ils ne se sont pas adaptés à l'évolution du conflit, alors que l'Ukraine l'a fait. Peu de sous-officiers, on dit toujours qu'il y a une différence avec des sous-officiers très dynamiques de la part, avec une tradition plus soviétique chez les Russes. Exactement. Alors maintenant, la question quand même, il faut se la poser, c'est est-ce que l'affaire est entendue ? Non, l'affaire n'est évidemment pas entendue. La Russie a les moyens de riposte, et peut-être que quand Gallagher disait tout est épuisé, il n'y a pas d'autres moyens de riposter. Espérons que c'est vrai, parce qu'on pourrait avoir aussi, si c'était des frappes et des frappes sur les populations civiles à haute intensité, ça ferait quand même très mal à l'Ukraine. Non, bien sûr, ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas de nouveaux moyens. Je veux dire, l'Oreshnik, ils l'ont sorti, le calibre, le Kinjal, tout ce qui est balistique et de croisière. Donc je disais, dans le champ conventionnel, ils ont déjà soumis les Ukrainiens et les Ukrainiennes à une quantité d'horreur insondable. Ils vont assurément continuer de le faire. Les Ukrainiens vont souffrir. Mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise tactique ou stratégique, me semble-t-il. Ce trait de caractère qu'on appelle le culot, on avait parlé quand on avait interviewé Zelensky sur cette antenne, en yiddish, c'est la chutzpah. C'est le culot. C'est-à-dire qu'ils bousculent les Russes, évidemment, ils bousculent même les Européens. Le fait qu'ils aient, par exemple, honoré Melnik, qui est un leader nationaliste qui avait collaboré avec les nazis, il sait que c'est très mal vu des Européens, de lui faire. C'est très mal vu des Européens, c'est condamné par Israël, en tout cas par Yad Vashem, par la Pologne, mais ça fait rien, ça plaît à ses combattants, ça plaît à une partie de son électorat, et c'est cette espèce de culot ukrainien qui est on défend nos affaires et on se fiche du reste, on bouscule un peu tout le monde. Il prend quand même des risques, parce que en Melnik, c'est quoi ? C'est le théoricien de l'Ukraine ethniquement pure, c'est-à-dire un Ukraine sans Russes, sans Juifs, sans Polonais. Abdouch Shalmani le rappelait sur cette antenne. Évidemment, c'est des gens très mal vus en Europe de l'Ouest. Et la Pologne, c'est quand même fondamental, si vous voulez. Et d'insulter comme ça la Pologne, parce que je ne sais pas si vous avez vu les images des massacres de 1943, c'est horrible ce que l'UPA a fait. Quant au massacre de Juifs, etc., c'était horrible. C'était pas les premiers massacres de Juifs. Quand il y a eu la première république ukrainienne indépendante, de 1920 à 1922, il y a eu 200 000 Juifs massacrés. Et Yad Vashem est très choqué. Le mémorial de la Shoah est très choqué. Oui. Non, c'est pas du tout nécessaire. Il faut pas. Attendez, c'est pas nécessaire. Ça, c'est le point de vue européen, mais le point de vue de Zelensky, c'est que c'est une partie de ses combattants, et parmi les plus courageux ukrainiens, sont très pour cette commémoration. Non, vous avez des commandants, si vous voulez, qui sont sur le front, qui sont très charismatiques et qui honorent pas la collaboration avec les nazis, mais le combat indépendantiste. L'une des tragédies de l'Ukraine, c'est, contrairement à vous, de ne pas avoir de figures irréprochables comme Bloch, comme Jean Moulin et comme d'autres. Et c'est d'être partagé, effectivement, autour de ces figures qui ont participé à la Shoah, à Babi Yar et à d'autres atrocités innommables. Le président Zelensky est juif. Dire qu'il ignore ce qu'a fait Melnik, bien sûr que non. Il le sait bien sûr. Il est déchiré, effectivement, entre une Europe qui, certes, accélère un peu péniblement. Il fait de l'électoralisme, disons les choses, mais il n'est pas le seul. Mais c'est pour eux aussi, ne l'oubliez pas, c'est pas que à nous qui s'adresse, c'est aux Russes. Les Russes, quand ils célèbrent Melnik, c'est un énorme pied de nez qui est fait aux Russes, et ça plaît effectivement pas, et à juste raison, au président polonais qui lui a retiré du coup sa décoration. Ça plaît pas effectivement à tout le monde. Donc non, ce sont des choix qui sont ultra sensibles. Il peut y avoir un effet retour, il peut y avoir un retour de bâton. C'est pas comme pour Bandera. À mon avis, c'est presque la première erreur flagrante politique de Zelensky. D'ailleurs, c'est très instrumentalisé par les pro-russes. C'est l'argument qu'ils utilisent aujourd'hui pour décrédibiliser la figure de Volodymyr Zelensky. C'est au fond l'idée de dire qu'il protège d'anciens collabos, d'anciens nazis, etc. C'est un argument qui est utilisé à l'heure actuelle contre lui. Mais c'est vrai que d'une part, peut-être qu'il peut se le permettre justement parce qu'il est juif, il le dit lui-même, et d'autre part parce qu'il sait qu'il n'obtiendra rien d'Israël. Souvenez-vous la lettre qu'il avait
envoyé au Premier ministre à l'époque. Il avait essayé de demander justement les systèmes de défense antiaérienne et notamment le dôme de fer qui lui avait été refusé parce que justement Israël essayait de rester plus ou moins neutre dans cette affaire. Cela étant, quoi qu'il en soit, c'est très bien que pour Zelensky, ce qui le préoccupe, c'est pas la réaction de Yad Vashem ou là, c'est Trump. Ah oui, évidemment, le grand sujet, c'est le soutien de Trump. Et écoutez, Trump est très sensible, comme d'habitude, à la victoire. Hein. Il aime bien partager le monde entre loser et winner. Et là, il a sous les yeux un winner, c'est cette Ukraine très offensive. Et écoutez-le, il en tient compte. Zelensky se débrouille plutôt bien. Il se débrouille bien, il défend ses terres. Même si beaucoup de monde meurt, il se défend plutôt bien. Il faut le reconnaître, il est courageux, il a du bon équipement et de bons hommes, des combattants. Victor, il bouge pas. La scène est fantastique. Je sais pas si on peut rester sur la scène parce que Rutte, c'est vraiment Monsieur Fayot, c'est super Fayot. Pendant qu'il parle, il fait comme ça, vous savez. C'est incroyable. Si vous pouviez faire ici quand je parle, pardon, j'aimerais bien, moi ça me ferait plaisir aussi, si vous pouviez aussi faire. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait, mais on le fait tous. Combien vous dirigiez-vous quand vous étiez colonel? Combien vous avez dirigé? 1300 hommes. Vous avez dirigé 1300 hommes? Des plus grands régiments de France. Mais je savais pas que vous étiez si important. Mais écoutez, quand même, je ferai une fiche. Mais alors, ça faillotait sec autour de vous, j'imagine. Non, mais c'était ça faillotait. Les gens faisaient comme ça aussi quand vous parliez? C'est plus compliqué parce que le problème dans l'armée, il y a d'autres critères qui fait qu'en fait, il faut être un combattant. En fait, dans l'armée française, le chef, il se couche le dernier, il tire le plus vite, il court le plus vite. Une fois que vous avez posé ça, après on vous fout la paix. Alors bien sûr, si c'est un peu bedonnant, ça fonctionne pas. Donc les gens font ça quand ils l'acceptent. Rutte, le problème, c'est qu'il fait toujours la même chose. Et Trump aurait pu dire l'inverse. Il aurait fait ça aussi. C'est ça qui est un peu dramatique. Je reviens un peu sur. Je profite de l'occasion pour parler juste 30 secondes de Zelensky. Vous parliez, en fait, il se libère. Et cette décoration, en fait, c'est pas grave. En fait, il travaille, enfin, il parle à son électorat. Le problème, c'est que sa force, lui, c'est ça. C'est qu'il a compris qu'il y avait une opportunité. Vous savez, dans la guerre, c'est ce qu'on appelle le moment fatidique. Il sent que ça se passe bien. Et en plus, il y a un vrai problème pour les Russes. C'est quoi? C'est la baisse du prix du baril, qui était vraiment le jackpot avec la guerre en Iran. Le baril est à $70. Ouais. Il perd des sommes folles actuellement. Donc, il sent qu'il y a un moment fatidique et il va l'utiliser. Il y a un bouleversement, parce que là, on peut ironiser sur Rutte, mais en réalité, la stratégie des Européens, de ce point de vue-là, est en train de fonctionner. C'est-à-dire, ils ont collé à Trump, ils lui ont bien léché les pieds, mais regardez, Trump... Il est très Fayot. Trump, Trump est en train peut-être de prendre parti des Ukrainiens. Il était le patron assez efficace d'un petit pays, qui est la Hollande. Et je dirais, moi je suis... Un peu de compassion. Non, mais je dirais... Il fait quand même le job, il fait bien son job. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il était choisi, on se souvient quand même. L'institution qui dirige quand même. On se souvient d'ailleurs des textos qui étaient parus dans la presse entre Rutte et Trump, dans lequel il l'appelait Daddy, dans lequel il lui disait You are amazing toutes les 5 minutes. Ouais. C'est un peu humiliant. Mais si cela étant, attendez. Il a réussi, il faut reconnaître l'efficacité. Il a désamorcer la crise du Groenland. Et j'aimerais que vous en veniez là, pardon, parce que vous êtes tellement méchant, je suis obligé de mettre un peu de gentillesse parmi vous, parce qu'en réalité, est-ce que la stratégie de Rutte est en train de fonctionner? Celle aussi d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, on ne choque pas Trump, on continue à insister, voyez Zelensky, écoutez Zelensky, vous allez voir, ça va marcher, et très visiblement, Trump est en train d'évoluer sur le sujet. Mais ça, d'abord, on le verra au sommet de l'OTAN quand même, qui se tiendra début juillet à Ankara. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis ont un certain nombre de doléances qu'ils mettront sur la table au sommet, mais effectivement, mais encore une fois, si la stratégie des Européens, et je dis si, a été de câliner Trump pour lui dire que tout ce qu'il a fait en Iran c'est formidable, alors qu'on sait très bien que c'est faux, de manière à verrouiller son soutien sur l'Ukraine, c'était la thèse d'Emmanuel Macron, qui lorsqu'il a présenté ce communiqué du G7, a dit que c'était un basculement pour les États-Unis. Eh bien, si ça marche, c'est vrai, il faudra reconnaître que le câlinage, ça fonctionne. La câlinothérapie, ça fonctionne. Les images qu'on a vues tout à l'heure. Il ne pas de nation. Il ne le fait pas, ce faillotage, il faut le dire, il ne le fait pas comme le Premier ministre de la Hollande. Oui. Il le fait. Ah non, parce qu'il y a des gens. Tony Blair a humilié la Grande-Bretagne au sommet de Saint-Pétersbourg face à l'Amérique de Bush. Il s'est fait virer un an après à cause de ça. Mais là, il n'humilie pas son pays. Il est le secrétaire général d'une organisation où les Américains sont les plus forts. Renaud Girard, s'il vous plaît. À la fin, c'est le résultat qui compte. Voilà. Et les États-Unis sont en train, sans doute, de se rapprocher un peu de l'Ukraine. En tout cas, les Russes sont très fâchés. Il faut lire ce que dit Lavrov sur le sujet. Lavrov qui commence vraiment à estimer
estimé qu'il a été roulé, qu'ils ont été les Russes roulés par les Américains. Je ne veux même pas soupçonner que l'Alaska, à l'instar des actions des Européens, visait à gagner du temps. Il parle de la fameuse rencontre d'Anchorage avec Poutine-Trump. Il voulait peut-être gagner du temps, dit-il, pour réarmer le régime de Kiev. Je ne veux pas y penser, mais en réalité, les choses se sont déroulées ainsi. Pour la première fois, Moscou accuse les Américains de les avoir roulés. C'est de la pure paranoïa. Enfin, c'est aussi se trouver une excuse. Trump leur a fait, devant nous tous, une offre en or. Il suffisait qu'ils acceptent, c'est-à-dire que les Russes acceptent un cessez-le-feu immédiat, et Trump leur a dit devant tout le monde, on va faire un business d'enfer avec vous, acceptez ça, et c'est Poutine qui croyait qu'il allait prendre plus, même pas répondu. Qui a refusé même au pas cessez-le-feu. Donc Lavrov dit n'importe quoi, pardon. Non, il se trouve aussi une excuse pour... On commente les frappes à Moscou, à Crimée, à Saint-Pétersbourg. Si c'était que des Ukrainiens, en fait, pour eux, je pense que c'est une certaine humiliation. Si on dit c'est les Américains qui sont derrière, d'un coup, ça s'explique. Et je pense qu'il y a aussi un narratif qui se construit, qui essaie de trouver pourquoi, en fait, ils sont pas en train de gagner la guerre. Trump a besoin d'avoir des motifs d'espérance, parce qu'avec l'échec global en Iran, il faut bien qu'il trouve d'autres solutions. Donc on veut bien qu'il se retrouve un point fixe, comme on dit. Dans la marine, il faut trouver un petit rocher pour accrocher ça. Surtout que militairement, l'Iran a montré les faiblesses et les failles du système américain, et les Ukrainiens ont été très malins en disant nous, on a des solutions à vos problèmes, venez nous demander de l'aide. En fait, l'une des victoires du dernier G7 à Évian sous l'autorité des médiateurs, j'allais dire, français, c'est le fait que le communiqué final ait acté un retour du sujet ukrainien, et tout le monde a noté une absence d'opposition des Américains, à commencer par Trump, sur ce sujet. Maintenant, il va y avoir des gros tests qui vont arriver. Il y a un vote de 8 milliards d'aides à l'Ukraine qui vient d'être voté par la Chambre. Il doit y avoir un vote au Sénat, et ensuite le président des États-Unis a la possibilité d'opposer son veto sur ce package. Est-ce que Trump va opposer son veto? Il est possible que non. Ça, ce serait un renversement majeur pour lui. Ne pas oublier par ailleurs, et j'en termine par là, qu'il y a quand même un contrat de 54 milliards qui a été signé avec le Pentagone pour développer des systèmes de drones inspirés, opérés par les Ukrainiens, afin d'aider dans ce domaine les Américains. C'est un peu humiliant, donc Donald Trump disait on n'a pas besoin de ça, etc. Ils l'ont bien signé, le contrat. Et vous le rappelez souvent, Darius, il aime les winners. Et quand Donald Trump, on lui montre des photos de Saint-Pétersbourg et Moscou qui sont percutés par des drones, ça ressemble pas à des images de winners, tandis que Zelensky, il était au G7, il a eu. Il y a aussi un bilatéral avec Trump. Il y a un point très important, vous avez parfaitement raison, mais il y a un point très important, c'est qu'en fait Trump réalise que l'armée américaine est une armée tellement conventionnelle, ils n'ont pas fait d'efforts. Quand on regarde les matériels, ils datent tous d'il y a 20 ou 30 ans. En fait, ils n'ont pas travaillé le sujet, parce que c'est une armée qui était massive, qui était riche, ils avaient des Tomahawks, ils ont bazardé 50 ou 100, ça une fortune, et ça suffisait. En fait, ils réalisent que leur armée n'est pas adaptée aux guerres d'aujourd'hui. C'est le cœur du sujet. Et ça, c'est la force des États-Unis, d'être pragmatique, en fait, de faire machine arrière et de trouver d'autres solutions. Comment les Russes peuvent-ils réagir? Écoutez la réaction. Comme souvent, Poutine évoque la possibilité nucléaire. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais évidemment là, c'est dans des circonstances où ils sont vraiment au pied du mur. Nous sommes prêts à réagir rapidement et de manière appropriée à toute menace. Conformément au programme d'armement, la triade nucléaire et les forces terrestres font l'objet d'une modernisation constante. Nos capacités de combat des forces aérospatiales et de la marine ne cessent de croître. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, de nombreux types d'armement ont connu des améliorations significatives. Quel est votre avis? Est-ce que vous entendez un homme qui est capable, qui est tellement, qui peut se dire je peux tenter un coup, ou bien est-ce qu'une fois de plus ce sont des paroles verbales? Ça sent un peu, c'est intéressant comme scène. Ça sent un peu l'armée qui est toujours comme ça, qui est belle comme une armée de Napoléon, avec toutes les médailles, etc. Mais les Ukrainiens, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils vous reçoivent en tri, ils ne reçoivent pas avec des uniformes impeccables, avec des médailles. Et ils n'ont pas le temps de faire des trucs comme ça. Et c'est un peu un système qui est resté figé, qui est sclérosé, en fait. Je trouve que c'est une séance assez bizarre. Mais même,
pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis ou en Angleterre, certainement, vous aviez pas de cérémonie de ce type. À la fin, pour la victoire, oui, les gens commençaient à mettre leurs uniformes, leurs médailles, tout ça. Mais non, quand c'était en pleine guerre, les gens vous recevaient en tri, quoi. Sans doute ne l'imaginez pas une seule seconde. En février 2022, quand ils ont attaqué Kiev en se disant en 3 jours ça tombera, les Européens vont fermer leur bouche, de toute façon ils pourront rien faire. Imaginez que ça leur reviendrait, que le boomerang reviendrait comme ça dans la figure, c'était impossible. Impensable. Mais je pense que justement c'est pour ça que Poutine a très très peur, parce que quelqu'un va devoir payer pour ça. Et la Russie, et tout à l'heure c'était intéressant, vous montriez cette carte avec toutes les stations-service qui sont pénalisées alors que c'est le 2e exportateur de pétrole au monde. C'est-à-dire que ce qui devait être sa force a fini par devenir sa faiblesse. L'immensité de ce pays, sa profondeur stratégique, comme on dit, c'est 17 millions de kilomètres carrés qui le rendent indéfendable dans son intégralité, a à sa tête un homme qui n'a que pour seul mode de gouvernance la guerre, la permanence de la guerre. Et c'est en train d'avoir un tel impact, j'allais dire, sur la population, sur l'économie, sur le mode de vie, etc., y compris maintenant dans les villes où logent les élites, que ça doit finir par craquer un moment. Mais à la question qui suit et qui est la vôtre, et vous aimez nous la reposer souvent, Darius, et donc que fait l'animal acculé ? C'est là qu'effectivement se loge un danger. Un instant de psychologie, c'est jamais très bon de faire de la psychologie, mais parfois on est bien obligé d'en faire. Est-ce que on se souvient que les dirigeants soviétiques étaient sincèrement paranoïaques ? Tout ce qui a été déclassifié montre que sincèrement ils pensaient que les Occidentaux tenteraient une fois de les attaquer. Est-ce que sincèrement Poutine a ça en tête? Oui, parce qu'en fait, il y a une doctrine, et c'est pas seulement lui qui l'a en tête, il y a une doctrine russe qui fait que ce qu'on appelle l'arme de l'ultime avertissement. Donc concrètement, le tactique est utilisable sur les forces conventionnelles. Donc c'est dans la doctrine russe. Mais croit-il vraiment que l'Occident veut leur peau ? C'est lui qui va le décider. Mais la doctrine le permet. Donc il peut considérer à un moment donné que, je veux dire, son système, je dirais, ses intérêts vitaux sont menacés pour toute une série de raisons. Et à ce moment-là, il peut tirer un missile tactique dans le cadre de l'ultime avertissement. Encore une fois, c'est pas un missile. Bien sûr qu'il cette décision, il dit depuis 2007. La guerre, c'est 2022. Attends, pas ensemble. Oui, la guerre, c'est 2022. Depuis 2007, il se déplace à la conférence de sécurité de Munich. Il est invité, et il dit ça. Il l'a dit. Il le dit devant tout le monde. Il dit arrêtez de pousser l'OTAN vers l'Est. Il le dit extrêmement clairement. Et il va le répéter. Donc il est totalement sincère. Il est dans une vision effectivement paranoïaque. Il pensait vraiment que les Occidentaux en voulaient à la Sainte Russie. Alors, ce qui est faux, parce que jamais les troupes de l'OTAN n'ont imaginé une seule seconde vouloir envahir la Russie. Mais c'est autre chose. Mais lui, je pense qu'il a cru. Expliquez bien ça. Dans leur monde, par exemple, le fait que l'Occident ait contribué à faire tomber, Kadhafi, mais aussi Saddam, mais aussi Milosevic, etc. Et maintenant Khamenei. Le fait que Khamenei ait été tué, pour ça, dans leur monde à eux, tout ça a une certaine unité. C'est-à-dire l'Occident, et parfois c'est vrai, a aussi ses droits, ses mauvais coups, ses manœuvres, ses coups bas, etc. Tout ça, c'est un ensemble. C'est pour ça qu'il a très peur d'être éliminé, que ce soit par les Occidentaux ou par des proches qui sont au sein de son régime et qui pourraient se retourner contre lui. C'est pour ça aussi qu'il développe toutes ces stratégies pour se protéger lui-même. Mais la question du nucléaire, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, elle revient dans ses discours à chaque fois qu'il est acculé. Et ça, c'est quelque chose, une constante qu'on voit dans les discours des chefs d'État, c'est-à-dire qu'en fait, ils musclent leur discours. Ils musclent leurs menaces à mesure qu'ils perdent sur le terrain. Plus ils sont acculés sur le terrain, plus ils prennent des coups qui sont très durs, et plus leurs discours sont va-t-en-guerre et bellicistes. Et là, on voit bien qu'en fait, c'est une preuve de faiblesse de la part de Vladimir Poutine. C'est une preuve de faiblesse à chaque fois, parce que c'est évidemment pas la première fois qu'il brandit la menace du nucléaire, mais il le fait à chaque fois parce qu'au fond, il sent qu'il y a un danger. Voilà, donc on verra comment ça s'organisera dans les mois qui viennent. Mais juste un mot, parce que vous posez la question, vous appelez ça d'habitude la grande aventure, la question du nucléaire. S'il l'envisage réellement, c'est une possibilité, en tout cas, lui, il l'évoque, mais est-ce qu'il l'envisage réellement ? Voilà, c'est une possibilité. Il doit aussi réfléchir à la réponse des Européens, parce que parfois, certains considèrent que utiliser le nucléaire, c'est du suicide. Parce que vous devez fatalement vous attendre à une réponse. Non, pas du tout. Est-ce que le tactique ne nécessite pas une réponse nucléaire en aucun cas. C'est-à-dire que faudra voir à quel point. Non, mais c'est-à-dire que à quel point l'Europe
est prête à soutenir. Ça va être un hurlement l'Ukraine. généralisé, bien évidemment. Si Qu'est-ce qui se passerait, pardon de vous couper. Allez, soyons très concrets. Imaginons que les Russes utilisent, ils vont évidemment pas détruire Kiev, ils sont pas non plus complètement, mais s'ils décident d'utiliser une arme tactique nucléaire sur, par exemple, une caserne ou une petite concentration de troupes, de réserves de matériel, par exemple, ukrainienne, mais avec une fonction nucléaire qui aurait pour effet de frapper les esprits. Qu'est-ce qui se passe? Biden a donné la réponse. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Biden a donné la réponse. Il a dit qu'ils allaient raser avec l'aviation américaine allait raser. Les Américains le feront pas, mais les Européens. Vous croyez ça? Vous croyez que Trump le ferait? Non, mais pas ensemble. Je veux dire, c'est ce que Biden a dit. C'est pas Biden qui l'a dit. Non, mais attendez, non, s'il vous plaît, pas ensemble, l'un après l'autre. C'est Petraeus. Enfin, en tout cas, les Américains envisageaient une réplique conventionnelle massive pour détruire, enfin, être significative. Ça veut dire, en fait, ils rasaient une ville en bombardant. Ce qu'on a fait à Belgrade, par exemple, en 98, en 70 jours, hop, on a réglé le problème. Ils veulent faire la même chose. Ça, c'est la réplique conventionnelle. Le problème du nucléaire, c'est une arme tellement mystérieuse, tellement complexe. Le problème, il peut pas y avoir d'escalade avec le tactique, puisqu'ils vont tirer sur un objectif qui sera militaire et probablement à la limite de la frontière. Donc, encore une fois, c'est possible. Après, on va hurler, il va se passer plein de choses. Les Chinois il va y avoir une espèce de débranlement, mais je pense que c'est les Chinois. Attendez, non, je pense que Renaud voulait dire la même chose, mais alors vous avez le droit de dire vous ce que vous voulez. Ne vous cachez pas derrière Renaud Girard. Ce qui est très important, c'est que la Chine a été très claire pour le coup sur leur position sur le nucléaire. On se souvient que Biden et Xi ont signé alors que les relations n'étaient pas très bonnes entre les deux, mais c'est sur cette question du nucléaire. Maintenant, jusqu'à éradiquer une ville russe, j'y crois absolument pas du point de vue des Américains, pas pour un nucléaire tactique. Il faut quand même rappeler néanmoins que les nucléaires tactiques... Il avait dit la marine russe. Ouais. Mais il faut rappeler quand même que même si aujourd'hui on parle de nucléaire tactique, on parle de quelque chose qui est plus fort que Hiroshima. Donc c'est quand même des choses qui sont pas légers. Non, 15 kilotonnes, c'est Hiroshima. Et c'est le nucléaire tactique, c'est Hiroshima. C'est un rayon de 10 km qui est totalement détruit. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, mais après, on va pas aller alliés de l'Ukraine. C'est ça la question au fond. Est-ce que les Européens vont aller ensuite rentrer dans cette guerre très concrète, ou est-ce que les Américains le feront? Ça, c'est pas tout à fait certain, et sans doute que ça jouera aussi dans la décision que prendra. Non, il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que le nucléaire, dissuade le nucléaire. Donc les États nucléarisés ne peuvent pas rentrer en guerre contre un État nucléaire. C'est ça le cœur du sujet. C'est ça le tactique, c'est pour ça d'ailleurs que les Français, on a supprimé, comment dire, le nucléaire tactique est une arme d'avertissement. On l'a supprimé parce qu'en fait, c'était une forme d'escalade. Donc, cela étant, l'avertissement chinois était tellement clair. L'avertissement chinois était tellement clair aux Russes que si d'aventure, je n'y crois pas une seconde, il faudrait que vraiment ils soient menacés de perdre complètement la Crimée, etc. Leurs intérêts vitaux soient menacés. C'est quand même toujours leur doctrine. Mais les Chinois ont été tellement clairs que là, il y aurait un changement de la politique chinoise à 180 degrés si les Russes utilisaient du nucléaire tactique. Or, il faut savoir que les Russes, ils font quand même des drones aussi, et notamment des drones philo-guidés qui sont assez efficaces. Avec quoi comme technologie? Avec du matériel chinois. Donc, non. Là, je pense que la Chine serait vraiment furieuse et passerait vraiment de l'autre côté. Trump est-il en train de se rapprocher de l'Europe, ou au contraire est-ce une illusion? Regardez, on va tout de suite se rendre à Washington. Hélène Bonnet, vous avez le thermomètre dans le cerveau de Trump, si j'ose dire. Hélène Bonnet, est-ce que vous sentez, après cette séance de faillotage qu'on a vu tout à l'heure de Rutte, le secrétaire général de l'OTAN auprès de Trump, est-ce que vous sentez un réchauffement avec les Européens? Alors, réchauffement, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, on a évité la catastrophe. C'est ce qu'on peut dire. On a connu des séquences dans le bureau Oval qui étaient beaucoup plus musclées que celle à laquelle on vient d'assister. Et pour cause, parce que Mark Rutte s'est lancé dans un véritable exercice de flatterie et d'équilibrisme pour convaincre Donald Trump que les Européens remplissaient leur job au sein de l'OTAN. Alors, il y a eu ces propos. D'abord, vous êtes le leader du monde libre. Voilà ce qu'a dit Mark Rutte pour flatter Donald Trump. Il lui a expliqué que dans 2 semaines, au moment du sommet de l'OTAN qui aura lieu en Turquie, il n'aura pas 7 pays à côté de lui comme au G7, mais bien 42 alliés qui veulent tous écouter ce que vous avez à dire. Voilà ce que lui a dit Mark Rutte. Il a défendu les Européens en disant qu'il comprenait les doutes de Donald Trump sur le fait que les Européens n'avaient pas été assez présents sur le dossier iranien. Et Donald Trump, sur ce point, disait qu'il était déçu par l'Italie, par les Allemands, par la France, par les Britanniques.
qu'il n'avait pas besoin de leur aide, mais qu'il aurait bien aimé en avoir un petit peu. Et Mark Rutte, à chaque fois, est monté au créneau pour les défendre. Également sur le dossier des dépenses au sein de l'OTAN. Là, Donald Trump faisait la moue et vous avez Mark Rutte qui est venu avec des pancartes, avec des inscriptions et des graphiques en rouge et or. Et ce titre, le trillion de Trump, en gros, les références aux 1000 milliards de dollars que les Européens consentiraient à investir dans leur défense. Et donc, graphique à l'appui, eh bien, Mark Rutte a tenté de montrer à Donald Trump que depuis qu'il est au pouvoir, eh bien, les Européens ont fait un véritable effort et que l'OTAN est plus fort grâce à lui. Donc, tout cet exercice, bien sûr, on a assisté à une sorte de jeu de rôle. Donald Trump qui met la pression, qui sait très bien qu'il est en train de mettre la pression, et un Mark Rutte qui, face aux caméras, essaie d'aller dans le sens de Donald Trump. Et en même temps, on peut le créditer d'être monté à la défense des Européens. Il est sorti il y a quelques minutes, Mark Rutte, il a conclu en disant que la réunion s'était plutôt bien passée. Donc, première étape avant un sommet de l'OTAN qui sera peut-être pas aussi paisible que ça. Merci beaucoup Hélène Bonnet. Écoutez Trump, parce que il faut jamais Trump, il commence par être un peu gentil, puis après c'est le coup de patte. Il dit toujours vous êtes smart, etc. Puis après la deuxième lame est beaucoup plus dure. Il est très fâché contre les Européens qui ont des bases sur leur sol et qui n'ont pas été aidants dans la guerre contre l'Iran. Et il le dit, vous allez voir, il énumère, c'est comme le petit carnet de Pompidou, vous savez, il avait noté tous ceux qui lui avaient manqué. Et là, il a bien noté tous ceux qui lui ont manqué. J'ai été déçu. J'ai été déçu par l'Italie, par le Royaume-Uni. Bon, le fautif est maintenant parti. Certes, il y avait beaucoup de problèmes, mais le Royaume-Uni et l'Italie m'ont déçu. L'Allemagne m'a déçu, la France aussi. Et j'ai été déçu par l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est un spectacle d'horreur. Ce que fait l'Espagne, c'est tout simplement terrible. Ils ne veulent rien payer. Ils sont là pour faire un tour de manège gratuit. C'est un moment très important les États-Unis depuis 1945 sont là présents en Europe et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une forme de trahison. L'Italie, où il y a toutes ces bases américaines, où il y a les bombes nucléaires américaines, qui n'a pas joué le jeu, dit-il. Le Royaume-Uni, qui avant, comme vous le rappeliez, était un peu le larbin obligé, qui n'a pas joué le rôle. Les Espagnols, il dit les Espagnols, c'est le tour de manège gratuit. Ils sont protégés par les États-Unis, mais par derrière, quand on leur demande de l'aide, ils n'aident pas. Oui, alors les seuls qui sont épargnés, c'est, vous avez remarqué, ceux de l'Est, notamment la Pologne, qui est clairement maintenant le bon élève européen aux yeux de Donald Trump, et le Nord. Il a, par exemple, le Danemark, visiblement, maintenant, il ne l'a plus dans le collimateur, alors qu'il était, j'allais dire, en quasi-guerre ouverte avec le Danemark au sujet du Groenland. La réalité, c'est que Donald Trump, lorsqu'il était au sommet du G7, ne l'oublions pas, Emmanuel Macron lui a proposé une participation européenne pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Oui, c'est pas la même chose. Non, mais néanmoins, il y a une proposition et Donald Trump a dit « je n'en ai pas besoin ». Donc, Donald Trump peut quand même, même s'il le fait, il peut quand même pas dire deux choses à la fois. À un moment donné, il estime que le détroit d'Ormuz, avec son accord avec l'Iran, il va s'en occuper tout seul. Pour les Européens, ils ont été cohérents. C'est un peu de mauvaise foi. Non, les Européens ont été cohérents. C'est pas la même chose de déminer au détroit et puis d'aller bombarder massivement. Les Européens ont dit ce n'est pas notre guerre. Ils ont été de ce point de vue cohérents. Donald Trump souhaite des alliés qui soient totalement alignés. Voilà. Il souhaite être le suzerain et avoir des valets qui soient les Européens. Eh bien, les Européens Mais pardon, Renaud Girard, quand un pays ne se défend pas lui-même, la France, elle est cohérente. Grâce au général de Gaulle, elle n'est pas occupée par mais si un pays accepte d'être occupé par des bases étrangères, il faut qu'il accepte le jeu. Ben oui. De prêter pour lui. Il faut être cohérent. C'est le prix que vous payez. D'autant que tous ces pays-là avaient comment dire, une participation, enfin, des budgets de la défense. L'Allemagne à 1,4% du PIB. C'est ça. Les Espagnols ont refusé de monter à 5% l'année dernière. C'est comme ça qu'ils se sont laissés entraîner dans des guerres américaines débiles, le temps qui s'est déplacé à Kaboul. Mais il y a quand même des textes, quand même, si vous voulez. Heureusement, les relations internationales sont régies par des textes. Et il y a un texte qui s'appelle la Charte de l'Atlantique, c'est en 49, et ça décrit très clairement que la zone de défense ne touche absolument pas le Moyen-Orient et le Golfe Persique. Les choses sont claires. Oui. C'est pour ce, en fait, la charte. Et de toute façon, c'est défensif, c'est pas offensif. Donc, comme vous le rappelez, l'Allemagne n'est pas tenue de participer à une offensive, elle est tenue de participer à la défense. Défensif, et c'est très clairement pour la défense de l'Europe face à qui? Pas du tout face à l'Iran ou aux talibans ou à qui que ce soit, face à la menace qui était la menace. Cela étant, pardon de vous couper, mais est-ce qu'on touche pas, en réalité, Trump, comme souvent, dans son côté brouillon, etc., met le doigt sur des réalités. En fait, l'Allemagne est occupée.
par les États-Unis d'une certaine façon. Avoir des bases étrangères sur son sol, ça n'est pas normal dans l'histoire de l'humanité. Ils sont plutôt Vous auriez dit à contents, Clémenceau, ça fait vivre. qu'il y a des bases étrangères sur le sol de la France, il aurait dit c'est bizarre. De Gaulle a chassé ces gens. Ça n'est pas normal. Donc si on accepte d'être occupé, il faut accepter la contrepartie. Mais attendez, Darius, vous ne pouvez pas dire que l'Allemagne a accepté. Non, pardon. L'histoire a fait que les États-Unis ont installé des bases en Allemagne et que les Allemands, à l'époque, n'avaient simplement pas le choix. Bien sûr. C'est pas les Allemands, on n'a pas fait un référendum pour demander aux Allemands, êtes-vous d'accord? Mais ils ont eu 80 ans depuis lors pour leur demander de partir, s'ils l'avaient voulu. C'est vrai, mais c'est le résultat d'une histoire, et c'est une histoire que les États-Unis ont aussi imposée parce qu'elle leur était favorable et elle leur a permis de faire de l'Europe leur place forte. Et en ce qui concerne De Gaulle, effectivement, bien, il arrive au pouvoir, il y a des bases partout des Américains en France, et il était assez ami de Nordstadt, le chef le général américain qui commençait, qui lui avait fait une visite de politesse quand il était en train d'écrire ses mémoires à Colombey, donc voilà, il revient le voir. Toujours la vanité littéraire, très important. Il revient, donc au début ça se passe très bien, le rendez-vous, tout le monde est là avec ses adjoints, etc. Et puis, le général de Gaulle commence la réunion avec le chef le général Nordstadt en disant bon, mon général, combien vous, les Américains, vous avez de têtes nucléaires sur le sol français et où se trouvent-elles? Le Nordstadt, qui avait oublié d'être bête, lui répond mais mon général, je ne peux pas répondre à cette question dans tout le monde. Et donc, il se retrouve en tête à tête et il lui dit je suis vraiment désolé, monsieur le président, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Et De Gaulle lui a répondu vous savez, je vous aime bien, mon cher général, mais c'est la dernière fois qu'on parle comme ça au président de la République française. Comment je sais tout ça? Parce que le général Nordstadt a écrit un article dans l'Herald Tribune il y a 20 ans que j'ai lu où il racontait exactement ça. Et pour ceux qui ne vont pas aller lire cet article écrit il y a 20 ans, je vous invite tout simplement à aller voir la bataille de Gaulle parce qu'on voit à quel point De Gaulle voulait justement l'indépendance de la France et notamment la friction qu'il y a pu avoir avec le président américain à l'époque, notamment sur les îles de Saint-Pierre et Miquelon. C'est très intéressant parce que cette volonté d'indépendance et cette souveraineté de la part de la France, elle nous sert encore aujourd'hui. Juste un mot, si on peut peut-être essayer de comprendre ce qu'essaie de dire Donald Trump. Au fond, il essaye de dire quoi? C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est du donnant-donnant. À un moment donné, les Américains nous servent aussi. Ils nous servent notamment pour les pays européens qui sont sous le parapluie nucléaire américain, qui n'ont pas leur propre indépendance vis-à-vis de leur propre nucléaire. Et ils nous servent aussi pour tout un tas de choses, et notamment l'OTAN, parce qu'ils financent très largement l'OTAN. Et à partir du moment où vous êtes dépendant, soit on choisit une indépendance totale, si vous voulez, soit à partir du moment où ils nous doivent quelque chose, nous devons aussi d'une certaine façon, notamment par exemple au cours de cette guerre en Iran, certains pays auraient pu, comme l'Espagne, laisser simplement les Allemands. Il y a une hésitation. Tout à l'heure sur ce plateau, on faisait l'émission spéciale avec Bruno Retailleau. Il y a eu ce moment où il hésitait. Si vous étiez président, est-ce que vous auriez laissé passer les bombardiers avec des bombes pour aller bombarder l'Iran? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la France? Mais on dit non. On a beaucoup fermé les yeux. Souvent, on n'allait pas vraiment vérifier ce qu'il y a dans les sous. On peut dire oui. On peut pas aller. Ah, mais moi je dis oui, évidemment. Bah voilà, le colonel dit décider par rapport à ces propositions. Et les Français, on est distanciés par rapport à l'OTAN. Mais c'est un allié. On dit bah oui, tu survoles. Je suis pas d'accord avec ta guerre, mais tu peux survoler. Le problème, encore une fois. Je le rappelle, c'est qu'on n'est pas alliés sur tout. Heureusement qu'on n'a pas été alliés avec la connerie au Vietnam. 30 secondes. Attendez, pas ensemble. Le problème de Trump, pas ensemble. Laissez-le répondre. Le problème de Trump, c'est quoi? C'est qu'il met en exergue un point extrêmement important que le président Macron avait déjà dit, c'est que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Alors lui, il dit pas la même chose, mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Pourquoi? Parce que la menace diminue, même si notre chef d'état-major dit il y a quelques jours qu'il y avait une menace russe qui était en expansion, mais pour l'instant, elle n'est pas prouvée. Que je sache, on dit depuis de cette émission que les Russes sont en difficulté avec les Ukrainiens. Donc on va relativiser. Premier point. Le deuxième point, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour de cette alliance. Alors elle peut rester comme ça, elle peut diminuer, elle peut se transformer. On sait qu'aujourd'hui cette alliance est nécessaire, mais on peut très bien imaginer les États-Unis qui à l'heure demain matin, ils peuvent enlever toutes leurs troupes d'Europe. Ça pose aucun problème. Et ils feront de sacrées économies. Encore une fois, c'est assez humiliant pour des Européens d'être encore protégés par les Américains depuis 80 ans. Faut arrêter ça. On va arrêter cette espèce de subordination permanente en disant mais non, il faut arrêter ça. Et le moment, c'est maintenant.
Et Trump le dit. Alors il le dit avec des mots un peu raides, un peu. Alors, mais comme vous dites, Hélène a mis un thermomètre dans le cerveau de Trump. Alors, jusqu'où il a été le thermomètre, faut vérifier. Mais tout ça veut dire qu'il y a un vrai débat. Et c'est vrai, vous l'avez fort bien dit tout à l'heure. Comment dire, la réunion de l'OTAN de juillet va être déterminante sur l'avenir de l'OTAN. On n'est pas alliés sur tout. On n'est pas du tout alliés sur le fait que effectivement que les Américains qui soutenaient le régime Batista au Cuba, Batista avait fait de Cuba un immense bordel, un immense casino pour les touristes américains. Voilà, il a été renversé par un médecin, par Fidel Castro. Et à partir de ce moment où Fidel Castro a pris des mesures de simple nationalisation des compagnies sucrières locales, il y a eu des sanctions. La France ne s'est pas associée à ça. Tout à l'heure, on essayait de définir ce qui fait une alliance. Ce qui fait une alliance, ce sont d'abord des valeurs. Et c'est là qu'est notre grand souci avec Donald Trump. Depuis tout à l'heure, on essaye de sublimer sa pensée et vous preniez ces 3 exemples. Starmer, Sanchez, Meloni. C'est entièrement personnel. Vous pouvez essayer d'en faire quelque chose de géopolitique, de stratégique, de je sais pas quoi, oui, les bases, les machins, etc. Non, Meloni lui tient tête. Bravo à elle, et on devrait s'en inspirer. Starmer et Sanchez sont 2 types de gauche. Il y en a un qui sort et l'autre qui pareillement lui tient tête, et bravo à lui également. Et moi je pense que, si vous voulez, quand vous êtes en responsabilité, c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est à nos valeurs, parce que c'est ce qui nous définit, et je suis d'accord avec Renaud Girard, être allié ne veut pas dire être systématiquement aligné. En revanche, ça nécessite de réfléchir aux valeurs qui nous fondent et à décider en fonction de ces valeurs. On va avancer, je vous donne toute la parole, mais écoutez Trump, parce que là, le bouleversement ce soir, c'est Trump qui dit « j'ai gagné parce que le cours du pétrole a baissé ». Et rappelez-vous, l'obsession de Trump pour le pétrole, drill baby drill, pour lui, la bourse et le pétrole, ce sont les 2 mamelles des États-Unis et peut-être de l'histoire entière. J'ai vu que le pétrole était passé sous la barre des $70 le baril. C'était ce que j'avais prévu, je savais que ça se passerait ainsi. Et tout ça en faisant la guerre. Et désormais, les Iraniens se montrent très gentils avec nous. Ils disent oui à tout ce que je demande. Et ils ont intérêt. Parce que sinon, on y retournera et on fera ce qu'on doit faire. Richard Verny. Le monde de Donald Trump est un monde fabuleux, mais il a raison sur un point et ça nous ramène à Poutine. C'est qu'aujourd'hui, il contrôle le marché du pétrole mondial. Ouais. Et c'était ça son objectif. Il le contrôle via le Venezuela. On sait pourquoi après l'enlèvement de Maduro et le deal dont on ne connaît sans doute pas les détails qu'il a passé avec l'actuel gouvernement vénézuélien. Il le contrôle parce qu'il y a bien évidemment la capacité de production des États-Unis et le fait que les États-Unis approvisionnent l'Europe en gaz liquéfié. Et il le contrôle parce qu'à tout moment, dans le Golfe Persique, grâce à l'armada qu'il a, il peut, lui, fermer le robinet iranien. Il trouvera un prétexte quelconque pour refermer. Et ça, c'est un vrai souci pour Poutine. Là, ça alimente la paranoïa de Poutine. Parce que maintenant que le détroit d'Ormuz est réouvert, les Indiens qui allaient acheter du pétrole à Poutine plein pot vont probablement l'acheter de l'Iran parce que l'Iran a beaucoup de pétrole à écouler puisque toutes ses citernes sont pleines. Et on a beaucoup dit ici que même ça pourrait endommager le système pétrolier iranien. Donc toute cette évacuation de stocks pétroliers iraniens va aller chez des pays consommateurs, en Asie notamment, et c'est autant de clients que Poutine n'aura pas. Donc là, c'est une vraie victoire. Et c'était, on le sait, l'un des objectifs stratégiques de Donald Trump. Il contrôle aujourd'hui le marché du pétrole mondial. Regardez la courbe du pétrole. Effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine, très bonne nouvelle pour les Américains. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Hein. C'est vrai, c'est une très bonne nouvelle pour les Américains. Il ne faut pas que ça tombe en dessous de 60 pour les Américains, parce que c'est à peu près le prix à partir duquel leur gaz de schiste n'est plus. Donc vous voulez dire qu'il faut qu'il ouvre une petite guerre, si jamais, pour faire remonter un petit peu. Si on s'approche des 60, il faut calibrer sur ce point. Mais je pense que, en fait, de manière peut-être un peu contre-intuitive, c'est pas Donald Trump qui contrôle ça. Ce sont les Iraniens qui contrôlent ça. Et quand vous entendez Donald Trump flanqué de ses CI dire j'ai gagné, le pétrole est descendu en dessous de 70, qui actionne ce levier ouvert, fermé, avec la courbe qui fait comme ça? Mais ce sont les Iraniens qui ont compris que cette arme dont on a dit qu'elle était atomique, c'est comme l'arme nucléaire. C'est le principe de la dissuasion. Attention, monsieur Trump, si vous ne donnez pas les frais de service avec les Omanais sur ce truc, on referme et on le fait quand on veut. Et aujourd'hui, ils sont en train de moduler le passage. Pendant la guerre, c'était en moyenne 17 par jour. En ce moment, c'est 71. Avant la guerre, c'était entre 120 et 130. Donc, je suis pas tout à fait d'accord parce que l'Iran a besoin
aujourd'hui a un besoin absolument crucial, non seulement d'exporter son pétrole, mais de vider ses cuves. Ils ont besoin de vider leurs cuves parce qu'elles sont pleines à ras-bord et on sait tous les problèmes que ça crée. Donc dans les deux mois qui viennent, c'est pas tant l'Iran qui contrôle le marché du pétrole. Ah non, il contrôle pas le marché du pétrole, il contrôle Hormuz. D'accord. Et Hormuz, avec ses 20% en termes de goulot d'étranglement sur le GNL et le pétrole, a un impact colossal sur cette courbe. Je ne sais pas si c'est Quentin Briand qui est notre chef d'édition ce soir, nous mettait à l'écran, et qui Baptiste Amossé, vous voyez. Baptiste Amossé, qui fait que ça monte et ça descend comme ça. Ils ont quand même un impact, me semble-t-il, assez significatif sur cette courbe, à laquelle manifestement, d'où cette séquence, Donald Trump est très attentif. Donc vous voulez le décourager de revenir, vous utilisez ça. En même temps, c'est le seul résultat qu'il a quand même. Hein. Et il est obligé de le vendre, parce qu'il y a beaucoup de colère au Sénat, même parmi les plus durs des Républicains, il y a eu un vote. Donc il y a quand même beaucoup de problèmes en interne sur cette question, et ça divise énormément les Républicains. On entend beaucoup du National Review, de toutes les think tanks conservateurs, ils sont tous assez en colère. Donc il est obligé de vendre ça. Il y a eu un vote, Elisabeth Shepard-Selam a raison, il y a eu un vote au Sénat où 2 Républicains ont rejoint les démocrates pour voter une résolution limitant les pouvoirs exécutifs de Donald Trump en matière de guerre, ce qui fait suite à un autre vote qui avait eu lieu à la Chambre. Donald Trump a toujours la possibilité d'apposer son veto, mais symboliquement c'est une claque monumentale. Mais c'est 4 républicains. C'est 4 républicains. Et ils sont, les discours qui sortent des républicains aujourd'hui, alors que certains étaient proches de Trump, sont assez critiques, voire très critiques. Regardez ces images tellement fortes de l'extrême canicule en France, et c'est une situation historique, une situation de crise très grave potentiellement, avec des risques sanitaires considérables. À gauche, vous avez une route en Meurthe-et-Moselle. Le goudron est en train de fondre. On a 72 départements en vigilance rouge. On a une carte inédite pour la France depuis les relevés comparables de 1947. Et vous avez à droite les gens qui se ruent sur les climatiseurs ce matin à Angers. Vraiment, vous qui écrivez beaucoup sur la France depuis tant d'années, Richard Verly, il se passe là quelque chose, une prise de conscience sur est-ce que c'est le déclassement ? Qu'est-ce qui fait qu'on voit même des hôpitaux où le système D doit être utilisé même en réanimation ? Oui, prise de conscience, mais surtout, il y a une caractéristique française quand même, parce que cette canicule, elle s'arrête pas aux frontières de la France, elle concerne les pays environnants, c'est qu'en France, tout le monde se tourne tout de suite vers l'État. Tout le monde se tourne vers la puissance publique pour résoudre les problèmes de la canicule. Alors, à la fois, c'est terrible parce que on constate toutes ces failles. De l'autre, ça peut être ce moment où il va falloir, et notamment vous receviez Bruno Retailleau, que les candidats à la présidentielle répondent à ces questions. Parce que la canicule, elle a une vertu, si je puis dire, alors que les gens en souffrent, c'est qu'elle touche tous les secteurs. Ça touche les écoles, ça touche les enfants, ça touche bien évidemment les personnes âgées, ça touche les infrastructures. Et donc ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement une population qui ne comprend pas dans une certaine mesure ce qui lui arrive, mais rappelons cette spécificité française, tout le monde en Europe ne se tourne pas vers l'État pour dire payer, réparer, maintenant. Il y a beaucoup de pays où les gens, je dirais, encaissent davantage. Mais regardez, on a vu, l'autre jour, on a fait la comparaison avec les pays, avec les régions. Une région comme la Sicile, où il y a plus de 70% de climatiseurs, et les gens ne se demandent pas si c'est la faute de l'État, pas l'État, le plan machin, le plan truc. Tant qu'on peut avoir des climatiseurs, les Siciliens y vont, et ça y est. Quand il fait 35 degrés en Sicile l'été, je pense que vous connaissez ce territoire, si vous voulez, c'est pas inhabituel. Quand aujourd'hui, moi j'avais 44, 46 dans mon véhicule, c'est pas du tout habituel, c'est pas du tout un signe de déclassement. Mais vous avez la climatisation dans votre voiture ? Non, je roule toute fenêtre ouverte. Pour une raison écologique ? Oui. Et aussi parce que, voilà, moi je supporte pas la climatisation, mais j'ai lu un article très intéressant de François Gémen du GIEC, je crois, qui est venu ici d'ailleurs, expliquer qu'aujourd'hui le mode de fabrication des climatiseurs fait que le gaz fluor rejeté est bien moins nuisible à l'environnement qu'il ne l'était par le passé. Donc, je referme cette petite parenthèse. Pour moi, c'est pas du tout une histoire de déclassement, c'est une histoire d'urgence climatique et de nécessité. Et c'est très intéressant qu'on fasse la transition entre Hormuz, les énergies fossiles et ce moment, ceux qui sont encore dans cette folie qui consiste à nier la réalité du réchauffement climatique, il est urgent pour s'autonomiser par rapport à des crises comme Hormuz et pour se protéger par rapport à celles à venir, parce que ça va se répéter chaque année et devenir de plus en plus long, que nous entamions réellement le réveil climatique avec la transition. Et si on a droit... Notre erreur, c'est d'avoir visé uniquement
fonder notre politique sur l'atténuation, sur toutes les mesures pour atténuer le réchauffement climatique, alors qu'il fallait aussi jouer l'adaptation des villes et surtout des villes, puisque les Français habitent en ville. Vous êtes très écologiste, vous. Hein, vous êtes un homme de droite, mais très écolo. Alors moi, je suis, par exemple, je suis pour le vélo, je suis pour le verdissement, des rues de Paris. Tout ça, je suis très pour. Je suis pour limiter. Vraiment au strict minimum. Je suis pas pour interdire la voiture à Paris, mais je suis pour la limiter vraiment. C'est la politique actuelle, c'est-à-dire c'est vraiment pas pratique de prendre sa voiture à Paris, mais si vous devez transporter votre grand-mère, vous devez quand même pouvoir le faire. Elle est électrique, ma voiture. Voilà. Mais je comprends électrique très bien, sans clim. Moi, je comprends très bien l'interdiction qu'on a eue du diesel, ou qu'on va avoir du diesel en ville, parce que le diesel rend la vie insupportable. Allez, si on a droit à la minute réactionnaire, Richard Davy, alors non seulement tradition française, l'étatisme, mais la grève, évidemment. Et regardez la CGT de l'usine de Stellantis. Je retire immédiatement mon propos, parce que là, c'est des raisons qu'on peut expliquer quand même. 40 degrés, dans les ateliers sous les taux, les températures grimpent jusqu'à 40 degrés. CGT de l'usine Stellantis de Mulhouse, qui a lancé un appel à la grève, à cause de la canicule exceptionnelle. Pour éviter les coups de chaleur et les malaises des salariés, la CGT demande à la direction d'instaurer des pauses de 10 minutes toutes les heures et de réduire la cadence de production. Si une pause a été ajoutée au planning, ces demandes précises sont restées pour l'instant lettres mortes. Oui, là c'est un sujet qui, à mon avis, va monter. C'est-à-dire comment on s'adapte au changement climatique. Au fond, vous avez deux façons. Je parle de l'adaptation du marché du travail et de la production industrielle. Soit vous faites ce que préconise la CGT, c'est-à-dire globalement quand même, il faut le dire, vous travaillez moins. C'est-à-dire vous travaillez moins, vous faites passer la capacité de résistance des travailleurs avant le travail. Soit, parce que la technologie le permet aujourd'hui, c'est ce que disait Gallagher en citant François Gémen, vous climatisez pour continuer à produire autant, voire plus. Et moi, j'ai un souvenir, je vais faire, mon Renaud Girard en extirpant quelques souvenirs, d'avoir interviewé l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, qui était un autocrate, mais un autocrate visionnaire. Et qui disait... La climatisation a changé le monde parce qu'elle a permis à quantité de pays qui n'étaient pas dans le monde industriel pour des raisons climatiques, notamment les pays émergents d'Asie, de rentrer dans ce monde industriel. Et donc peut-être que la solution à Stellantis, c'est de climatiser ces usines, mais avec des climatiseurs compatible avec la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Mais quand on parle moi je parle beaucoup avec des collègues, par exemple des Émiratis, tout ce qui est pays du Golfe, la poussée économique et le développement qu'on a vu à Dubaï, à Abu Dhabi, au Qatar, sans climatisation, ça ne sera pas possible. En Inde, en Afrique, ils le savent. Il vient à Paris et il nous regarde comme si on ne comprenait pas que le monde a changé. En France, c'est doctrinaire. Le problème, c'est que pas de climatiseur. C'était pas bien. Le climatiseur, ça consomme, c'est polluant, etc., etc. Donc il y avait quasiment une doctrine écologiste qui disait il fallait pas le faire. C'est comme le nucléaire, et que le nucléaire elle reste. Tout ça, il faut reprendre ça sérieusement et mettre ça sur la table, parce que je pense qu'encore une fois que notre système sociologique, économique ne fonctionnera pas à moyen ou à long terme sans une amélioration en transformation. On est toujours en direct, il est minuit 11 et je pense que certains ont des insomnies aussi à cause de la chaleur. C'est très difficile de dormir dans certains appartements ce soir à Paris et à Paris partout en France. Écoutez, on va se rendre dans un parc avec Xavier Giacomoni. Il y a beaucoup de gens qui dorment à la belle étoile. On en est là, ou en tout cas qui se lèvent même très tôt pour aller finir la nuit dans les parcs. La soirée est déjà bien avancée et pourtant il y a encore beaucoup de monde dans ce parc Martin Luther King. Regardez sur ces images que vous réalise Camille Souhaut. Les gens sont venus pour trouver un peu de fraîcheur. C'est comme ça dans beaucoup de parcs de la ville de Paris. Beaucoup d'ailleurs sont restés ouverts exprès pour trouver un petit îlot de verdure et de fraîcheur. Et ils vont rester une bonne partie de la nuit. Certains même pensent dormir sur place. Là, nous allons retrouver Guillaume. Guillaume qui habite un appartement évidemment surchauffé comme beaucoup d'entre nous. Et Guillaume, en plus de la canicule, il vous est arrivé quelque chose de vraiment une mésaventure terrible. Ouais, du coup ça fait quelques jours qu'on a un peu la porte, on a une porte en bois, on habite au 4e étage, qui est un peu gonflée et du coup ça fait quelques jours que la porte a un peu du mal à s'ouvrir, à se fermer. Et il y a 2 jours du coup on s'est retrouvé bloqué dans l'appartement.
parce que la porte voulait juste plus s'ouvrir. La chaleur a fait gonfler la porte. Exactement, la chaleur a fait gonfler la porte. Et on s'est retrouvé peut-être bloqué 1 heure, le temps qu'un artisan vienne et nous décoince, hein, et ensuite nous ponce la porte de quelques millimètres pour qu'on puisse juste l'utiliser, quoi. Et là, vous venez tous les soirs dans ce parc ? On vient tous les soirs dans ce parc depuis une semaine, ouais. On vient tous les soirs. Ça nous jamais arrivé de pique-niquer ici. Là maintenant, on fait que ça. Peut-être qu'on continuera après la canicule, hein. Mais ouais, on fait que ça parce que juste c'est invivable là-haut, quoi. À l'heure actuelle, il fait 34 degrés, mais dans certains appartements, la température est encore à 38, 40 degrés. Impossible d'ouvrir les fenêtres parce que l'air est tellement chaud dehors que ce serait faire rentrer de la chaleur à l'intérieur des domiciles de ces gens qui, ici, vont passer une bonne partie de la soirée et certains vont que dormir carrément sur place. Et regardez la carte, 72 départements en vigilance rouge. Évidemment, on suit cette situation exceptionnelle sur LCI, mais aussi les événements à l'étranger. Ce sont ces bombardements sur la Crimée, extrêmement intenses, sans doute les plus puissants. Poutine, défié par l'offensive réussie à ce stade des Ukrainiens. Écoutez sa réaction. Nous constatons que le régime de Kiev a adopté la tactique consistant à frapper nos installations civiles et nos infrastructures, car ses positions sur la ligne de front se détériorent rapidement. Kiev perd une localité après l'autre quand nos soldats avancent. Kiev tente de perturber l'approvisionnement énergétique et de nuire à la saison touristique. Ils nous l'ont confirmé via divers canaux. C'est au ministère de la Défense et aux forces de l'ordre qu'il revient d'éliminer ces menaces. Le gouvernement de la Fédération de Russie doit également prendre des mesures supplémentaires pour minimiser les conséquences de telles actions et les réduire à néant.